Eh bien, merci Jennifer et merci aux organisateurs pour l'occasion de partager l'histoire de Greg avec vous d'abord, avec le propos de voir si nous pouvons travailler ensemble pour faire que les choses aillent vers l'avant et les soins des patients s'améliorent. Tout le monde est intéressé à cela, bien évidemment. Je vais voir si je peux voir comment faire ça. Bon, je vais prendre quelques minutes d'abord à vous aider à comprendre qui était Greg, quelles caractéristiques il avait, et pour que vous puissiez comprendre, dans le cas à Greg, quand les gens viennent chez nous et nous disent « Oh, on a eu cette expérience, cette autre expérience », peut-être les choses n'arrivent pas à ce résultat terrible, mais ce que vous avez là sur l'écran, c'est mes deux filles qui ont décidé de développer un site web et bien sûr, vous êtes bienvenus à le regarder. Il y a beaucoup de détails là-dedans sur le trajet de Greg avec des liens au rapport du docteur Fleming et de l'information qui nous est arrivé et j'espère que vous puissiez utiliser ça, utilisez-le, partagez-le avec qui que vous vouliez parce que voilà le propos de tout cela. J'ai avec moi ma fille Terry qui est une partie du processus aussi. Alors, Greg, il est né le 5 avril de 1981 à Calgary. Et il était très actif dans la communauté locale. Il était une personne positive. Il aimait faire beaucoup de choses. Voilà le reste de ses frères et sœurs. Un frère plus aîné, deux sœurs plus jeunes et un autre frère qui est maintenant 6 pieds 5. Il était plein de gaieté toute sa vie. J'imagine que je dois pousser encore plus fort l'appareil. En tout cas, il aimait beaucoup être en bon état physique. Il était impliqué au sport. Il jouait le hockey quand il était plus jeune. Il était impliqué au sport à l'école. Il adorait le baseball. Il était dans des équipes de championnat en baseball. Il est retourné à la communauté. Il est devenu un coach en basketball et en baseball aussi. Et il aimait beaucoup de se défier et de faire plus que l'ordinaire quand il faisait le ski sur l'eau, sur la neige. Après avoir terminé l'école secondaire et quand il a commencé à travailler, il a voulu devenir un pilote privé et donc il a beaucoup aimé le faire aussi et la famille était toujours une grande priorité. Voilà son neveu le plus âgé avec lui, il aidait la famille. J'ai un frère qui a des animaux dans sa ferme et quand il n'avait pas assez de gens à travailler avec lui, Greg aimait beaucoup et allait l'aider. Et quand il s'est diplômé comme ingénieur mécanique de l'Université de l'Alberta. Et au début, il a travaillé dans une entreprise de conception locale, après quoi il a commencé à travailler au niveau international avec le pétrole. Il a voulu retourner quand même chez nous et il a établi une petite entreprise de pétrole à Calgary, une entreprise à lui pour atteindre un objectif qu'il avait. Ceux d'entre vous qui connaissaient le oil patch, quand on fait du gaz, cette eau qui se développe n'arrive jamais de retour à la surface et Greg a créé une affaire autour le fait de raffiner l'eau selon des normes et il a pensé que ça serait quelque chose de positif pour l'environnement. Malheureusement, c'était trop tôt et les règlements dans l'industrie et la vision économique des entreprises de gaz et de pétrole de l'époque n'étaient pas prêtes à adopter ce qu'il a développé, quoique du point de vue des taxes, il était compétitif quand même.
Et c'est quelque chose qu'il a essayé de faire pendant 2 ans et d'améliorer le concept, mais le concept n'a pas été adopté, donc il a passé à ce qui pourrait être une entreprise à succès. Alors, ce qu'il a fait aussi à son époque, il s'inquiétait, il était préoccupé, et il mettait toujours les autres devant lui. Il plaçait tout. Durant les 6 derniers mois, il était préoccupé par ce qu'il pensait être une blessure athlétique, mais en fait, c'était beaucoup plus que ça. Et il a reçu, quand il a reçu le diagnostic final, je vais vous montrer quelques écrans, des courriels qu'il a envoyés à nous tous en expliquant pourquoi il n'avait pas fait ceci ou cela et comment il se ressentait. Alors, voilà, la deuxième est plus long, le deuxième courriel est plus long, voilà. Encore une fois, c'est un exemple de sa générosité, de son absence d'égoïsme et de ses préoccupations pour les autres. Il ressentait vraiment les choses pour les autres. En tant que professionnel de santé, vous appréciez également, vous vous rendez compte que ça le rendait vraiment très vulnérable. Et en fin de compte, les conséquences n'ont pas été très heureuses, les aboutissements. Le 16 mai 2012, il a été opéré, il a eu une trachéotomie. Le vendredi, on l'a ramené dans la salle d'urgence. On lui a dit que ça allait, il pouvait rentrer chez lui. Et le samedi matin, il est mort d'un caillot de sang, d'un caillot de sang. Alors, des citations. Alors, dans ces livrets de notes, on a trouvé ça. Voilà. La dernière citation, mon meilleur ami, est celui qui fait ressortir le meilleur de moi-même. Alors, pour renforcer ce personnage, un petit peu ce caractère, à ses funérailles, il y a eu un certain nombre de commentaires. C'est qu'il a fait ressentir, un des commentaires, c'était qu'il faisait ressentir les gens spéciaux. Il était fort, exceptionnellement déterminé à apporter une différence. Ça vous présente un petit peu une idée, ça vous donne une idée de qui il était. Nous voulons remercier le Dr Flemons et le groupe HQCA d'Alberta. Nous pensons que cette plateforme d'études est vraiment solide et à partir de laquelle on peut bâtir des changements à partir de ça. Il y a des aspects de leurs enquêtes en tant que... Je pense que c'est une excellente plateforme pour le changement. C'est ce que nous voulons voir. On veut voir des changements significatifs qui sont sur des choses fondamentales. Honnêtement, dans ma perspective, je suis un fermier dans l'agroalimentaire. J'apprécie les commentaires qui ont été faits plus tôt. Je comprends les complications dans lesquelles votre monde vit. Tout ça, c'est vrai pour vous, mais c'est pas forcément vrai pour les autres secteurs. Mon monde à moi a bougé beaucoup plus rapidement que le vôtre. Et je serais heureux de répondre à vos questions. Le docteur Flemons va vous raconter l'histoire dans un langage plus approprié pour vous.
Merci, Dave. Je tiens à remercier Jennifer pour être ici aujourd'hui. Remerciement aussi. Ça a été un long voyage, on a raconté des histoires. Je vais vous raconter ça durant les 20 ou 25 minutes à venir pour le changement, et particulièrement les soins de prix. Et comment les patients tombent dans la faille, dans les failles dans le système. Alors, comme rappel, on ne voulait pas se concentrer uniquement sur un seul patient, mais la raison pour laquelle, ce qui est important, c'est la raison pour laquelle cette histoire est importante. Au fil des ans, le Conseil de la qualité des soins a fait des enquêtes, ils font ça tous les ans, et les gens en Alberta, je ne pense pas que ça soit typique, je pense que c'est partout, il y a moins de 50% des gens pensent que la coordination de leurs soins de santé est bonne. Environ 50% rapportent qu'ils n'ont jamais entendu parler des départements d'urgence et qu'ils n'ont jamais entendu parler, qu'ils n'ont pas... 35% rapportent qu'ils n'ont pas d'informations sur les spécialistes ou les soins hospitaliers et 15% rapportent qu'ils ne sont pas informés des résultats du diagnostic. C'est un peu un rappel. Donc, il y a un problème de la continuité des soins, il faut y réfléchir. Et l'histoire de Greg est ressortie. La définition de la continuité, le niveau à laquelle le patient vit une série de rencontres avec des soins de santé comme cohérents, connectés et significatifs. Lorsqu'on parle un petit peu d'une petite partie de continuité des soins, parce que c'est gigantesque bien sûr, mais on s'est concentré sur la journée vers des soins primaires aux soins spécialisés. Et ça, c'est dangereux pour le patient. Ils quittent leur maison, leur sécurité, et particulièrement lorsque le médecin pousse le bouton envoi, ils sont tout seuls. Lorsqu'on parle de soins de santé spécialisés, les gens vont pour les procédures, ou aller voir des spécialistes, où ils sont référés pour des diagnostics spécialisés, imagerie et ainsi de suite. Ce qui est similaire à tous ces environnements, c'est qu'il faut une référence d'un médecin généraliste ou d'un soin primaire. Il y a une étape de triage, il y a une période d'attente, parfois longtemps. Il y a un service donné et un rapport produit. Et après, le patient doit passer au niveau suivant de soins. Alors... il y a aussi une sensibilité par rapport au temps. Lorsque le diagnostic et le traitement doivent être faits en matière de jours ou de semaines, c'est notre définition, bien sûr, c'est parce qu'il n'y a pas... il ne faut pas qu'il y ait de compromis des fonctions vitales de l'organisme. Lorsque les patients doivent faire face à les soins spécialisés, il y a beaucoup de failles et les patients peuvent tomber. La question est, est-ce qu'on peut utiliser la cybersanté pour que ça soit plus difficile, pour que les patients tombent dans les failles? Alors, à quoi ça peut ressembler, cette passerelle de sécurité? C'était une étude en profondeur de l'expérience d'un patient individuel, Greg. Ce qu'on a fait, on a pris l'information, on a regardé son dossier médical, la famille, on a fait des entrevues, une cartographie des cheminements détaillés, un examen de littérature. On a parlé à des experts de la technologie de l'information et on a examiné les documents publiés. On a fait une analyse pour informer des recommandations pour améliorer le système et on voulait vraiment améliorer les choses. La méthodologie utilisée, analyse des systèmes, ça a été publié par le Conseil de la qualité de la santé de l'Alberta et c'est une méthodologie pour examiner comment le système de santé fonctionne, lorsqu'il fonctionne, lorsqu'il ne fonctionne pas, lorsqu'il y a des gros échecs. Alors, ça a été une approche axée sur les systèmes. Nous sommes axés sur les questions avec des conséquences graves, pas uniquement sur quelques fournisseurs de santé. Dans ce cas,
Nous avons pensé que c'était représentatif d'un problème plus important et on pourrait substituer de nombreux fournisseurs de santé dans l'histoire. Les recommandations, on veut des solutions gagnantes pour tout le monde. Et il faut aussi affecter des responsabilités pour que les choses soient accomplies. Voilà le rapport publié le 19 septembre. Ça couvre la chronologie des événements de Greg, plusieurs leçons à apprendre. Ça vient de la perspective de la famille de Greg. Ils ont rédigé ce qu'ils avaient appris. On a publié ça. On a aussi publié notre perspective. Et une des citations des leçons apprises du rapport, ne jamais supposer qu'il y a une main douce entre les médecins. Le rapport a conclu à 10 conclusions, 5 problèmes majeurs qui ont amené 10 recommandations pour le système de santé d'Alberta et une conclusion supplémentaire qui ont amené 3 recommandations. Ça a à voir à des choses plus générales. Alors, regardons un peu le cheminement de Greg. Je suis un peu handicapé parce que je n'ai pas de curseur. Alors, ça représente chaque fenêtre. Regarde les différentes étapes du cheminement de Greg, les boîtes en rouge. Ça représente des pertes de temps. Vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge, hein. Il y a beaucoup de rouge là. Au début, il y a une fenêtre verte. Ça représente le moment où le médecin a consulté un médecin de soins primaires. En fait, ça a commencé 8 mois plus tôt. Greg a été voir un médecin de soins primaires pour un examen de routine, pour son permis de pilote. Il pensait qu'il y avait des problèmes de testicules. On pensait que c'était un épaississement de l'épididyme, mais enfin, il n'y a pas eu de plan de suivi. Greg est revenu chez le médecin pour une condition cutanée, un problème cutané, et c'est là que le calendrier commence. Le médecin a considéré que peut-être il fallait réexaminer tout ça. Et il a été voir un chirurgien pour avoir une deuxième opinion. Tout en bas, vous voyez le temps entre le médecin et le chirurgien. Il n'a jamais eu l'occasion de voir le chirurgien sur 3 mois. Vous voyez une deuxième boîte verte. Là, Greg s'est rendu dans une clinique ouverte, walk-in. Il avait des douleurs dans le dos et c'était un athlète. Il pensait qu'il avait tiré un muscle, qu'il froissait un muscle, mais le médecin lui a dit qu'il s'inquiétait parce qu'il a demandé des radiographies et un ultrason de l'abdomen. Et 7 jours plus tard, vous voyez en gris, il y avait une grosse masse abdominale. D'un seul coup, là, ça a changé les choses. L'urologiste a dit à Greg, lui a donné les conclusions de l'ultrasonographie. Il lui a dit que ça ressemblait à un cancer. Il a recommandé un T-scan. Il y a eu une commande urgente du scanner, et c'est la 3e boîte verte. Le côté, la fenêtre en rouge à rayures. Donc, le scan a été commandé de façon urgente, mais le critère en Alberta, c'est que vous n'avez qu'un diagnostic de suspecté. C'est priorité 2 et c'est un Greek. Le scan a été fait en suivant les protocoles, c'est-à-dire 19 rouges. Vous voyez 19 boîtes rouges là, temps perdu. Et malheureusement, il a fallu une autre semaine pour... Mais le médecin avait disparu, il avait quitté sa pratique. Enfin, il n'y avait plus de médecin de soins primaires. Il a enfin reçu un rendez-vous.
à une clinique ouverte, et c'est la boîte verte, et le scanner a confirmé qu'il y avait une masse cancéreuse et métastatique avec possibilité de cancer testiculaire. Un autre ultrason a été commandé, effectué le jour suivant, avec référence à un neurologiste, un urologue. L'urologue était en vacances. La commande est restée dans un fax pendant 3 semaines. Greg n'avait pas de réponse. Il dit, vous devez faire un suivi à la clinique. On lui dit, il faut faire votre suivi avec l'urologue, et ainsi de suite. Maintenant, il a réussi à avoir finalement un urologue. C'est la dernière boîte verte à droite. Et comme Dave l'a déjà dit, dans 2 jours, Greg était à l'hôpital pour l'intervention chirurgicale. Dans le même temps, 2 jours plus tard, à cause de la pression de la masse dans son abdomen, ça devenait de plus en plus intense. Greg était vraiment en douleur. Et il a fallu finalement aller au service d'urgence avec des médecins qui n'avaient jamais participé au traitement. Et ils lui ont dit, il faut confirmer que vous avez un cancer. Et Greg a fait ce qu'on lui a dit. Il était à l'hôpital et le lendemain matin, il était mort. Voilà. Il y a 4 échecs ici. La référence au chirurgien général qui n'a jamais été faite. Le rendez-vous de suivi avec le médecin généraliste qui avait quitté sa pratique. Le 3e échec, lorsque l'urologue était parti de son bureau pendant 3 semaines. Et enfin, quand il a essayé, il y a une 5e échec même. Il n'avait aucune idée des calendriers et tout devenait vraiment désespéré. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre le système de santé plus sécuritaire? L'erreur est humaine, la couverture, c'est pas pardonnable et le manquement à apprendre est inexcusable. Comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça? Voilà une citation de Jim Conway. Le fait que nous, dans notre organisation, souffrons de dommages, de morts, de tragédies, il n'y a rien qui nous discrimine des hôpitaux au pays ou dans le monde. Ces événements se produisent toutes les semaines. Ce qui nous discrimine, c'est les organisations qui ont la capacité de prendre la souffrance, la tragédie, les dommages et la misère et utiliser tout ça au nom des patients, des familles et des personnels comme un levier pour améliorer les choses. Les organisations qui sont là, qui ne le font pas, se séparent des autres organisations qui essaient d'aller de l'avant. Ici, nous sommes ici au nom de Greg et au nom de patients que nous ne connaissons pas, qui ont suivi des cheminements similaires. En Alberta, nous voulons améliorer le système. Il faut que la sécurité soit au centre du système. Et c'est vraiment les structures du système. Il y a des fonctions dans le système et nous pensons que ce qui pousse le changement, meilleure conception, fourniture et réponse lorsque ça se passe mal, comme pour Greg. Mais ce qui est critique, c'est ce que j'appelle le système de soutien, leadership et les principes sur lesquels les décisions sont prises dans le système de santé, à tous les niveaux. Et voilà, ça décrit
le projet Blueprint HKCA, il y a 6 principales. Il faut l'engagement des patients. Le système doit être conçu avec les patients. Il doit être conçu avec les patients. Mais ce qui est critique aussi, c'est le leadership. Ça a été mentionné par Richard. C'est absolument essentiel. J'ai pris cette citation de Derek Philly de IHI. Les chefs de file ont deux jobs. Premièrement, créer une bonne vision. Deuxièmement, avoir une uniformité d'objectifs. Et je crois que c'est le problème que nous avons. D'où vient la vision? Nous avons une nouvelle approche tous les mois, des fois. Ça dépend de la mode. S'il est impossible d'aller de l'avant, alors voilà le défi. Je pense que le plus gros défi dans le système, c'est qu'il y a beaucoup. On a accès à beaucoup de choses, beaucoup d'accès à beaucoup de choses. Mais regardez ça de la perspective du patient. Pourquoi est-ce qu'il y a ce mur entre l'information de santé à laquelle je n'ai pas d'accès? On n'a pas été très bon au Canada. Les patients essaient de regarder et du côté des patients, la perspective des patients, les patients se considèrent qu'ils n'ont pas accès à leurs soins. Il y a 10 conclusions du rapport. Les points essentiels sont là. Référence aux spécialistes et autour